Nous sommes donc le 27 décembre et ce même jour, en 1999, la France éprouve un phénomène météo extrême. Depuis la veille, Lothar et Martin, deux tempêtes d'une violence inouïe, soufflent sur la France. Leurs rafales de vent atteignent 200 km/h. Les dégâts sont considérables, 3 millions de foyers sans électricité, un 27 décembre de désolation, des images hallucinantes. Elles témoignent de la puissance de l'événement. Les spécialistes et les médias vont d'ailleurs surnommer cette tempête la tempête du siècle. La France, paralysée il y a 18 ans, jour pour jour, par le souffle de l'événement, c'est un sujet d'Adèle Hansel. Le 27 décembre 1999, la France connaît l'une des plus grosses catastrophes naturelles de son histoire. Des vents jusque 200 km/h, des dégâts inimaginables, deux tempêtes exceptionnelles balayent le territoire et causent la mort de plus de 90 personnes. On attendait un coup de vent, mais vraiment pas aussi important. Deux tempêtes, coup sur coup, à un jour d'intervalle, c'était quelque chose qu'on ne pouvait pas imaginer. La France, blessée, veut se retrouver rassemblée et fraternelle. Retour sur la tempête du siècle qui a traumatisé la France. Le 27 décembre 1999, la France se réveille sous le choc. Une tempête que personne n'a vu venir vient de frapper le nord de la France. Alors que les informations du moment sont concentrées sur le récent naufrage de l'Erika et la crainte du bug de l'an 2000, personne n'a entendu l'alerte de dernière minute de Météo France. La tempête Lothar, elle s'est formée en moins de 12 heures. Donc elle a traversé l'Atlantique avec une vitesse phénoménale. Tous les modèles de prévision météorologique ne pouvaient pas la voir, et ce qui fait qu'on l'a vue au tout dernier moment. Donc quasiment une heure avant. Des vents de plus de 150 km/h ont tout balayé sur leur passage de la Bretagne à l'Alsace en moins de 6 heures. Au réveil, les habitants découvrent le chaos. C'était effroyable, effroyable. Partout le même spectacle de désolation, des arbres couchés, des voitures écrasées, des toitures envolées. Même les grandes avenues et les monuments de la capitale n'ont pas été épargnés. Je pensais que c'était plutôt effectivement sous des latitudes plus tropicales, sous des phénomènes cycloniques qu'on pouvait subir ce genre de choses. Mais pas chez nous, pas en Europe occidentale. 300 ans d'histoire dans le parc du château de Versailles sont ravagés par les vents. Mais alors que la France découvre l'ampleur des dégâts, Météo France détecte la venue d'une seconde tempête arrivant par la Charente-Maritime. Je me rappelle, moi, avoir eu une discussion avec le prévisionniste en lui disant « c'est la même chose que celle d'hier ». Et on m'a fait une réponse, on m'a dit « non, Lothar, c'était la tempête du siècle, on ne peut pas avoir deux tempêtes du siècle en 48 heures ». Et voilà, bon, la preuve que non, si, c'est possible. En effet, ce jour-là, Martin s'attaque à son tour à la côte atlantique et traverse cette fois la partie sud de la France. Ça faisait à peu près 4 siècles qu'on n'avait pas vu des vents de ce niveau-là. Donc c'est pour ça qu'on les a appelés les tempêtes du siècle. On emploie le terme de bombe météorologique pour ce genre de système. Mais un truc ingérable, c'est-à-dire qu'on ne sait pas. On le regarde, on se dit « ah, il va passer par là » et non, il part de l'autre côté. C'est la première fois que ça nous arrive autant. Parmi les dégâts les plus importants, les forêts françaises payent l'un des plus lourds tributs. On estime qu'il y a eu 138 millions de mètres cubes de bois qui ont été abattus cette année-là. Pour vous donner un ordre d'idée, ça correspond à peu près à 3 années de production de bois. Donc les forêts ont été dévastées. C'est une perte considérable et je le répète, c'est un désastre écologique. Les situations de crise s'additionnent rapidement. Panne de courant généralisée, transport coupé, les secours sont débordés. C'est notre maximum, on a 8000 appels en attente. Là. Je sais pas comment vous l'expliquer, hein. J'essaye de garder mon calme là. Dans les jours qui suivent, les Français s'apprêtent à passer à l'an 2000 dans des conditions particulières. C'était médiéval, quoi. C'est vrai qu'on réalise, dans ces cas-là, la fragilité de notre société. De son côté, EDF, qui vit la pire crise de son histoire, va mettre en place des moyens sans précédent pour sortir la France du chaos. Plus de 4 millions de foyers sont privés d'électricité. L'entreprise va faire appel à ses retraités, mais aussi à des électriciens étrangers venant de toute l'Europe. Soudainement, les techniciens d'EDF sont devenus des héros locaux. Quand le gros camion bleu avec la grue arrivait, c'était des sauveurs. On allait retrouver le courant, quoi. Il n'y a que des éloges à faire d'eux, quoi. Des gens très dévoués, c'est formidable.
Certains techniciens organisaient des courses entre eux en fait, des équipes de techniciens pour dire celui qui arrivait à rétablir ce jour-là le plus de lignes possible gagnait en fait des petites rétributions symboliques comme des bouteilles de champagne. C'est dans ces moments-là en fait que leurs missions ont été autant valorisées. Mais en cette période de fête, les Français sans électricité et les pieds dans l'eau gardent le moral et vont faire preuve d'un incroyable mouvement de générosité. Toutes les personnes qui sont ici auront un repas à partir de 15h. On aimerait ne pas en avoir besoin, mais ce sont des phénomènes qui ressoudent. En plus, là, c'était dans un moment très particulier, c'est-à-dire période de fête. N'oublions pas, on est entre Noël et Nouvel An. Un élan de solidarité souligné par le chef de l'État lors de ses vœux pour l'an 2000. Jacques Chirac exprime son émotion aux familles des 92 victimes de Lothar et Martin en France. Je vous redis mon émotion, mais aussi ma fierté devant l'exceptionnel élan de solidarité qui anime tant de bénévoles et d'associations. Rien n'est décidément plus moderne, plus nécessaire, plus solide que le sentiment d'appartenir à une même communauté. Chacun se rappelle où il était le 26 et le 27 décembre 1999. À l'aube de l'an 2000, la France a su faire face ce jour-là à ce qui reste comme l'une des plus grosses catastrophes naturelles frappant son territoire. La France blessée, comme le disait Jacques Chirac, des images impressionnantes et bouleversantes. Bonjour Frédéric Gersal. Bonjour Wendy. Vous revenez sur toutes ces histoires avec nous et celle-ci en l'occurrence. Je vais rebondir sur quelque chose qui nous a touchés, au-delà évidemment de ces victimes. Les arbres tricentenaires de Versailles qui tombent, qui sont eux chargés d'histoire. Comme un fétu de paille, comme si le vent avait tout emporté avec lui. Vous savez, la tour Eiffel qu'on avait jugée destructible à l'époque, c'est-à-dire quand on l'avait construite, on s'était dit on va en terminer avec cette horreur qui a été conçue pour l'exposition universelle. Résiste à des ventes de 100 km/h. Ben oui, et en plus, ça a servi à nombre de scientifiques pour bien des expériences. Donc c'est la science qui a sauvé la tour Eiffel. Et c'est elle qui nous explique que le vent a soufflé à 216 km/h. C'est ce que l'on croit, parce que quoi, l'anémomètre, la petite aiguille, clac, elle s'est coincée. Ouais. Donc on ne sait même pas si ça n'a pas été plus loin. Le mouvement de la tour Eiffel, elle a beau être percée de toutes parts, elle bouge, et on le sait, et c'est nécessaire pour sa survie. Elle a bougé de quelques 13 cm, ce qui est colossal pour une construction comme cela. Le vent qui s'est engouffré sous le chapiteau du cirque Grus, complètement dévasté. Il y a eu après toute une mobilisation dans toute la France, par exemple des artistes comme Jean-Paul Belmondo ont aidé Alexis Grus à reconstruire sa vie de cirque notamment. Alexis, Arlette, parce qu'il y avait aussi le cirque d'Arlette Grus, et puis le cirque Moreno. Souvenez-vous de ce petit cirque dont le chapiteau a été entièrement détruit, celui de Pinder. Et là, il y a eu un soutien populaire, puis un soutien, vous avez raison, de tous les artistes. C'est-à-dire qu'on a monté des petits chapiteaux de briques et de broc pendant ces fêtes pour essayer que le show must go on, toujours.